tout décollé. Il y a même les cartouches dans le barillet. L'histoire, c'est une de mes sources d'inspiration principale. C'est un puits sans fond en fait avec toutes les références qu'on veut. Concrètement, la question de la vaccination obligatoire déguisée hein, à l'armée, ça a posé problème. Soit tu es vacciné, soit tu pars pas. Quoi. Tu peux pas aller à Sentinelle. Elle est abrasive pour les outils, donc ça veut dire que ça va bouffer les outils plus rapidement que dans du calcaire. Quoi. Et bonjour, je m'appelle Mickaël Delas, je suis sculpteur sur pierre principalement. Je travaille aussi diverses matières, notamment de la peinture sur tissu ou mural et de l'orfèvrerie. Je suis dans la zone de Brive-la-Gaillarde. Le fil rouge de mon travail, c'est la recherche du beau, de la finesse, à travers une sensibilité historique. J'ai une dernière petite manip à faire sur la stèle, c'est-à-dire je dois mettre un petit produit dessus. Allez, c'est parti. Donc en fait là on est au 126e régiment d'infanterie dans la caserne qui s'appelle la caserne Laporte. Là elle a été inaugurée pour les 110 ans de la mort du lieutenant-colonel Laporte en 1915. Voilà. Je suis en train de pulvériser un produit hydrofuge. Le but c'est de protéger l'aspect blanc de la pierre le plus longtemps possible. La flotte elle va permettre l'installation de moisissures et du coup elle va devenir grise un peu plus vite que si je mets de l'hydrofuge. C'est très satisfaisant parce que donc effectivement j'ai mis environ 80 jours pour faire cette stèle. Donc c'est quand même c'est quand même pas rien. C'est le lieutenant-colonel Laporte qui monte le parapet de la tranchée. Il est parvenu vraiment au sommet de la tranchée et là, derrière lui il y a le No Man's Land avec une tranchée ennemie. Le lieutenant-colonel Laporte, c'est un des chefs de corps du régiment. C'est le premier pendant la guerre de 14 à mourir au combat. Et donc lui il meurt d'une façon assez héroïque puisqu'il meurt de 4 balles ennemies, lui il meurt en avril, son successeur meurt juste en septembre. Pour qu'il y ait le plus de profondeur possible, effectivement j'ai cherché à aller le plus possible derrière les objets pour pouvoir leur donner du volume au maximum. Quand c'est collé à la paroi et que c'est pas découpé, on les repère moins, surtout de loin. Donc là par exemple je suis passé derrière. Là, tout est ajouré, entre guillemets, l'appareil. Vous voyez, derrière la baïonnette. Là, ici, c'est ajouré aussi. Tu vois, là, je suis passé dessous. C'est tout décollé. Il y a même les cartouches dans le barillet. Il y a un modèle manufacture d'armes Saint-Étienne. Là, il y a le numéro de série et le modèle. Tous ces éléments, et même les éléments métalliques, ça donne du volume. Si j'avais fait que la moitié du visage, par exemple, ben, en étant un petit peu décalé, sur la droite, ça aurait été moins joli. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas fait la baïonnette en pierre? C'est un aspect pratique, c'est-à-dire qu'en fait sur mon modèle il fallait que j'ai de la 3D. Mais c'est pas du 3D, plus on est sur le côté, plus c'est plat. Et plus on est de face, plus on a vraiment la sensation du 3D. J'ai commencé à faire une baïonnette, donc c'était à l'époque du modelage, qui se décollait, seulement ça allait être fragile. Donc comme ça se fait sur certaines sculptures, eh ben, j'ai décidé de rajouter un élément. Donc là la baïonnette elle est en laiton. J'ai fait des recherches sur les costumes pour être le plus exact possible. Les brelages, les fusils, donc là c'est des lebels. Il y a les épaulettes. C'est important pour moi parce que déjà j'ai une sensibilité historique, j'adore l'histoire. On m'a pas demandé de mettre les numéros sur l'arme. Donc là si tu te mets en face, donc en fait il a une couvre-casquette. Ça c'est un élément du costume militaire qui est typique de 1915. Et en 1915, juste avant de passer au casque, on a successivement une casquette avec une couvre-casquette qui est bleue et la casquette qui est en dessous elle reste rouge. Et juste après on passe à la casquette bleue puis au casque. Allez, je vous montre l'endroit où je bosse.
Alors, le client, il va avoir des idées, il va avoir plein d'idées. Je vais essayer de le recadrer, entre guillemets, en restant dans son idée, pour qu'il envisage les choses qui sont réalistes. À partir de ça, je vais lui faire des dessins pour la stèle du 126. Donc là, j'ai les premiers croquis. Ils en ont choisi un des deux qui leur plaisait plus. Je les refais en grand. Une fois que le dessin est validé, je peux passer sur le modelage. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser de l'argile. Pour les petits projets, on peut faire aussi en plastiline. Donc là, il y a de l'argile. Et du coup, on va réaliser ce qu'il y a sur le dessin, mais en 3D. Donc pour la stèle, ça donnait ça. Ça fait 180 kg de terre. C'est un peu comme le modèle du peintre. C'est à l'échelle 1 à 1 et ça permet d'avoir une référence aussi après. Et donc là, ensuite, on a fait le moulage du modelage. L'élastomère, c'est un silicone qui est souple, mais qui doit être tenu par une coque pour que ça ait de la consistance quand on va mettre le plâtre et que ça garde la bonne forme. Et tout ça pour avoir un moulage qui pèse, à mon avis, 30 kg. Hein. C'est une coque, hein. C'est une coque en plâtre. Voilà. Donc c'est beaucoup plus transportable et ça ne va pas bouger. Que la terre, c'est plus sujet à craqueler. Comme c'est solide, avec des compas, je vais pouvoir prendre des distances depuis le nez jusqu'à la casquette. C'est ce qu'on appelle le plat d'atelier. En simplifiant un peu, il y a 3 grosses familles. Il y a le volcanique, comme le granit. Il y a le sédimentaire, comme le calcaire. Et après, il y a le métamorphique. La caractéristique des pierres métamorphiques, c'est que c'est des pierres qui, à un moment donné, avec les plaques tectoniques, plongent plus profondément dans la croûte terrestre. Il y a tellement de pression et de chaleur qu'il y a une homogénéité dans la pierre. Dans le marbre, on ne parle pas vraiment de lit, quoi. Ce qu'on appelle des veines communément. Ce que nous, chez tailleurs de pierre ou sculpteurs, on appelle un poil. Et c'est des lits, mais qui ne sont pas collés. Je travaille sur du calcaire. Mais le calcaire, il y a toutes les couleurs. Parce que ça, c'est du calcaire blanc, qui pour le coup est un peu dur. C'est du borèse. C'est une pierre sédimentaire, donc il y a un lit. Voilà, là, c'est une pierre avec des fossiles. C'est super pour l'extérieur. Ou c'est super quand on veut un rendu un peu marbre. Parce que par exemple, les tombes ou quoi, l'aspect brillant, c'est qu'on arrive à avoir des polis. Là, on voit vraiment le lit de la pierre, justement les strates de la pierre. Et donc là, c'est justement l'endroit où il y a un poil, quoi. Ça a lâché entre 2 strates. Voilà. Donc ça, c'est des pierres qui sont assez dures. Et comme tu peux le voir au grain, c'est beaucoup moins fin que le grès ou que l'avoue, par exemple. Ça, c'est des pierres du Causse. Ça vient du Lot. Donc c'est assez dur. Hein, c'est assez dur. Et la finesse dépend vraiment de l'endroit. Et ça, c'est du grès. Donc là, pour le coup, il est très fin. Et on peut faire des jolis petits détails. C'est un joli petit grain, mais c'est un grain assez fin. Elle est abrasive pour les outils. Donc ça veut dire que ça va bouffer les outils plus rapidement que dans du calcaire, quoi. Dans ce type de pierre, en fait, comme il y a un grain légèrement rustique, je peux faire des armoiries familiales, je peux faire un Saint-Patron. Dans le bassin de Brive, l'avantage, c'est qu'on a toutes les pierres qui existent presque. Il y a toutes les familles de pierres et tout type de pierres dans le coin. J'utilise, on va dire, 3 types d'outils pour la pierre. Donc plutôt pierre tendre, pierre ferme à dure et pierre dure. Voilà. Et là, c'est un maillet, du coup, plutôt pour les outils de sculpture type gouge à bois. Bon, du coup, petite démo pour TVL. Je vais faire un petit blason royal. Là, je dessine pas, là. Donc là, pour l'instant, ça a l'air dégueu, c'est normal. Parce qu'en fait, en sculpture, le dessin, il se fait en creusant. Comme j'ai pas de gomme, en fait, je vais rééquilibrer les traits en creusant plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Et donc, petit à petit, ça va devenir harmonieux. En fait, quand je sculpte, c'est un peu comme si je faisais de l'archéologie avec des fossiles. Je suis en train de détourer un fossile, mais sauf que c'est moi qui crée le fossile. Le fossile dans la pierre, il n'existe pas. Voilà, donc là, les fossiles, ils sont en forme de fleurs de lys. Et je suis en train de le faire sortir du bloc. Les formes, je peux les bouger. Il y a des endroits où il ne faut pas que je creuse. Si je creuse trop, je ne peux plus bouger la forme. Mais en général,
je peux modifier la forme de ce que je suis en train de faire, de l'objet que je suis en train de faire, petit à petit, en n'y allant pas trop vite, en y allant par différents endroits en même temps. Et ça me permet d'avoir à la fin une forme harmonieuse qui correspond à l'idée que je développais à la base. L'histoire, c'est une de mes sources d'inspiration principales. C'est un puits sans fond en fait avec toutes les références qu'on veut. Un gisant, ouais, les gisants ça me ferait kiffer de faire du funéraire mais avec de la sculpture, pas des dalles lisses là. Non, c'est pas morbide, c'est morbide pour la société actuelle. Parce qu'elle a évacué l'idée de la mort. Hein. D'ailleurs on le voit aujourd'hui avec les lois actuelles. Il y a le côté solennel, il y a le côté glorieux parfois, il y a le côté de belle mort à la grecque. La belle mort antique où on se fait enterrer avec ses armes, etc. C'est très ancestral. Puis dans l'idée de la tombe, par rapport justement aujourd'hui où les gens se font beaucoup incinérer, il y a le fait, au-delà de la dimension chrétienne, il y a le fait qu'on laisse derrière nous une trace de notre passage. Je crée vraiment de la richesse. En tout cas, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est vraiment passé. Est-ce que ce qu'on veut, c'est vivre avec un salaire universel dans lequel plus personne ne travaille? Ou est-ce que on veut continuer à ce que l'homme s'exprime dans sa sensibilité? On a beaucoup parlé de sculpture sur pierre, mais effectivement, je fais plein d'autres choses avec. Je fais plein d'autres choses en plus de la pierre. Je fais de la sculpture sur bois, je fais de la peinture en bannière, je peux faire de la peinture murale, je fais de l'orfèvrerie. Voilà, tout ce qui est modelage et donc bronze. Le fil conducteur, c'est d'une part l'histoire, puisqu'il y a toujours dans ce que j'aime faire de base un attrait pour le fait historique, l'art ancien. Donc j'ai fait des études d'histoire parce que c'était ma passion depuis que j'étais petit. Je suis parti en CAP taille de pierre, j'ai fait une formation à la suite de sculpture ornementale. Donc en parallèle de ma passion pour l'histoire, je me posais la question comment servir mon pays et je me suis demandé à un moment donné si l'armée c'était pas effectivement ce qui m'allait. La question du Covid et la question de la vaccination. Concrètement, la question de la vaccination obligatoire déguisée, hein, mais à l'armée, ça a posé problème. Soit tu es vacciné, soit tu pars pas, quoi. Tu peux pas aller à Sentinelle. Du coup, ben, forcément, c'est devenu un peu compliqué. Cette histoire, ça a été un peu la goutte d'eau, effectivement, qui a fait déborder le vase. Non pas que je suis en rébellion contre l'armée, pas du tout, c'est une institution encore très chouette, mais ça m'a fait me poser pas mal de questions, surtout au niveau de mon indépendance. J'ai attendu la fin de mon contrat et je ne l'ai pas renouvelé. Voilà, et après je regrette pas du tout mon passage à l'armée parce que j'ai appris plein de choses, parce que j'ai rencontré plein de personnes bonnes, parce que mon régiment est un bon régiment. Je pense que je corresponds plus aux Texans actuels qu'aux Parisiens, on va dire. Tu vois, on ne sait pas si aujourd'hui, en allant à l'école primaire du coin, on sait pas, en fait, on ne peut pas être sûr que son fils ne va pas avoir un topo par des transgenres. On ne peut pas savoir.